Et pourquoi la France, Juan Branco, pourrait accorder l'asile politique? Elle le devrait. À plusieurs titres, vous dites. Hein. Ouais. Mais alors je commence par une chose évidente. Ouais. Si l'Équateur a pu protéger pendant 7 ans Julian Assange, l'Équateur, un petit pays d'Amérique latine qui n'a pas de pouvoir économique ou diplomatique particulier. Comment ça se fait que la France, 6e puissance mondiale, se montre incapable de faire un geste similaire alors que Julian Assange, non seulement a un enfant en France, non seulement a créé Wikileaks en France, un enfant qu'il n'a jamais pu voir, à cause des conditions de sécurité imposées au sein de l'ambassade d'Équateur et par la suite, qui ont fait que, pour le protéger, ils ont décidé qu'ils ne devaient pas le voir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il a créé Wikileaks en France. Troisième chose, il a rendu d'éminents services à la patrie, en révélant notamment comment tous les contrats signés par tous les appels d'offres auxquels participaient les industries françaises, qui étaient supérieurs à 250 millions d'euros, étaient systématiquement espionnés par la NSA pour permettre aux entreprises états-uniennes de gagner des contrats à notre détriment. Comment aussi toutes les communications personnelles et politiques des présidents de la République, Sarkozy, Chirac, Hollande, mais aussi de leurs principaux conseillers, étaient systématiquement captés par des mécanismes qui ont été révélés par Wikileaks. C'est-à-dire qu'on s'en doutait, que les Américains nous écoutaient, mais là on a eu la confirmation. Et on avait les outils pour arrêter. Je veux dire, cette personne, et c'est là où à chaque fois je rappelle ça, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est de détenir ces documents avant qu'ils soient publiés, de savoir que l'on est la cible directe, que l'on peut être exécuté à n'importe quel moment par une agence de renseignement pour éviter que cette fuite intervienne, que l'on sait que l'on va le payer de sa vie et que l'on prenne quand même le risque de les révéler, de les garder parmi soi. Et ce courage exemplaire qui a permis à la France de défendre sa souveraineté, qui a permis à la France de recouvrer une partie de sa souveraineté, de protéger des populations qui se voyaient envoyées au chômage parce qu'elles étaient dans une concurrence inégale avec les États-Unis, ça mérite non seulement l'asile, ça mérite la Légion d'honneur et évidemment les honneurs de la patrie. Pourquoi vous l'avez justement, vous avez titré l'anti-souverain? Parce que c'est quelqu'un qui n'essaye pas de prendre une place dans l'espace politique. Vous voyez, c'est quelqu'un qui révèle les dysfonctions des appareils de pouvoir, mais qui n'essaye pas de devenir un appareil de pouvoir à la place, contrairement à beaucoup justement de médias institutionnels comme Le Monde et autres, qui du coup se retrouvent dans une situation de concurrence vis-à-vis de Wikileaks parce qu'ils ne supportent pas la radicalité de Julian Assange. Pourtant, ils ont participé. Ils ont participé justement, et c'est ça qui est vous avez écrit hallucinant, c'est-à-dire qu'ils ont pillé. Bien sûr. Ils ont pillé les ressources que leur offrait Wikileaks, et après, quand il s'agissait de laisser sur le côté Monsieur Assange, comme ils avaient laissé sur le côté Monsieur Snowden, eh bien, ça n'a pas été une difficulté morale pour ces personnes qui, par ailleurs, après, se permettent de prêcher. Bon, Juan Branco est notre invité. On va encore passer un bon quart d'heure ensemble dans un instant, donc autour de Julian Assange, mais également de plusieurs polémiques, alors que vous êtes au centre de quelques affaires en France. Restez avec nous, continuez de commenter sur les réseaux sociaux. On vous attend, il est 9h30. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. C'est la suite de notre interview ce matin. Juan Branco est avec nous, avocat, auteur du livre Assange, l'anti-souverain, éditions du CERF. Oui, alors que s'ouvre donc à Londres le procès en extradition de Julian Assange, qui est privé de liberté, on le rappelle, depuis 2010. Juan Branco, donc vous l'avez défendu, vous avez expliqué tout à l'heure que vous vous êtes retiré, vous avez confié en fait tout ce que vous aviez en fait comme document Dupond-Moretti et puis toute l'équipe, une équipe internationale d'ailleurs qui est là j'étais pour le coordinateur défendre. d'une équipe de 80 avocats à un moment, c'est-à-dire qu'il y avait les pontes de chaque pays qui s'étaient occupés pro bono d'essayer de sortir Julian Assange de cette situation. Le problème, c'est que dans ces affaires-là, le droit n'est qu'un outil au service du politique. Et donc, vous pouvez limiter les dégâts à travers le droit, mais la volonté politique est celle qui détermine le sort des individus concernés. Est-ce que, sincèrement, il a une chance, en fait, de s'en sortir? J'espère pour notre société, notre civilisation. En fait, c'est la seule façon pour nous de préserver un rapport de dignité par rapport à ces affaires. Si jamais on perd Julian Assange, je pense que ce sera une tâche pour nous qui aimons donner des leçons d'état de droit, de morale, de civilisation, encore une fois. Je pense que l'humiliation que l'on connaît déjà dans d'autres parties du monde n'en sera que renforcée. Ça permettra à des acteurs opportunistes comme la Russie ou la Chine de l'utiliser comme argument. Mais au-delà, je pense, dans la conscience des peuples, il y aura une véritable condamnation morale de notre comportement. Oui, et parce que s'il était effectivement extradé aux États-Unis, pourquoi c'est aussi important pour les Américains de le juger en fait aujourd'hui? Venger l'humiliation qu'ils ont subie en se voyant exposés dans leurs entrailles. C'était pas avec Donald Trump, hein. Là, c'est des procédures qui ont été enclenchées sous Obama. Oui. Mais comme je disais, venger l'humiliation d'avoir été exposés dans leurs entrailles, ça rappelle une affaire en ce moment en France. Quand on se retrouve dans cette position-là, on est prêt à tout pour détruire ceux qui s'y sont attaqués. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Quand vous montrez la nudité du pouvoir, au sens littéral ou figuré, vous devenez l'ennemi public numéro 1 et ce pouvoir est prêt à tout pour vous dévaster. Oui. Alors, vous parlez du pouvoir effectivement en France. Pourquoi il y a une nudité du pouvoir? Vous êtes connu maintenant depuis 2 ans pour ça, pour un engagement contre le pouvoir et contre la Macronie.
Oui, très fort. Et je parlais de nudité, pardon, pas de nullité. Je me permets pas de jugement de cet ordre-là. Même si la nullité, j'ai essayé de l'exposer dans quelques. Non, c'est justement. Oui, c'est une lutte très importante qui faisait que justement, il y a un moment quand vous devez choisir et essayer de sauver votre ami, vous décidez de vous déporter d'un dossier. Est-ce que je raconte dans ce livre, c'est quand même aussi une histoire. C'est un peu bateau de vous dire ça comme ça, mais c'est quand même une histoire humaine importante. C'est-à-dire, il y a un vrai parcours au travers des appareils de pouvoir, que ce soit le Quai d'Orsay, l'École normale supérieure, il y a les compagnies. Là, c'est votre parcours, oui. Mais qui après va croiser, comment est-ce qu'un enfant de l'establishment va croiser quelqu'un que je qualifie d'anti-souverain comme Julian Assange et va voir son destin transformé par cette rencontre. C'est ça. Qu'est-ce qui vous fait courir, vous l'avez dit, enfant de l'establishment, un bourgeois installé dans le cœur de Paris, plutôt dans les bons quartiers, avec un père qui a bien réussi, donc vous, l'école alsacienne, les bonnes écoles par la suite, quoi. Qu'est-ce qui vous fait prendre cette tangente, si je puis dire, Juan Branco ? Le fait que j'ai pas mérité ma situation et qu'il faut que je fasse mon possible pour être à la hauteur des privilèges qui m'ont été octroyés. Et je pense que c'est un réflexe qui manque très lourdement en France, notamment à cause du fonctionnement méritocratique des institutions qui font qu'on a l'impression de mériter le fait d'avoir accédé aux grandes écoles, etc. Alors que très souvent, on est déterminé par notre parcours socio-professionnel, enfin le parcours socio-professionnel de ses parents. Et donc à un moment, être en mesure de dire, si j'ai eu accès à ces positions de pouvoir et de privilèges, c'est bien qu'il ait fallu que je fasse quelque chose et que je lutte pour démontrer que cette chose m'était méritée. Donc c'est un simple rapport de dignité. C'est parce que aussi vous avez bien étudié, vous aviez une bonne plume, ça se sent dans ce livre. Oui, mais ça c'est un privilège que j'ai. Et il faut bien que je le mette au service de quelque chose. Sinon, ça voudrait dire que je suis dans une satisfaction et je participe pas à améliorer, à rendre plus belle cette société, et à lutter pour des idées de base. Mais je vous le dis parce que c'est très important dans ma classe sociale, il y a un oubli très fort du fait que ces privilèges, ces statuts, ces fonctions, elles ont été construites collectivement et que ils ont de la chance d'être dans cette position et que c'est pas simplement le fait d'un ordonnancement qui venant du ciel ferait que de façon intangible ça resterait. Il y a des efforts et des sacrifices à faire pour permettre à la société de continuer à fabriquer ces positions de faveur et en même temps il faut que d'autres personnes qui viennent d'autres couches sociales puissent y avoir accès à un moment ou à un autre. Et donc dans cette lutte-là, j'essaie d'être aussi intègre que possible. C'est compliqué. Parfois je commets des erreurs, mais en tout cas j'essaie de m'installer dans ce... Est-ce que c'était une erreur justement d'écrire à Salah Abdeslam pour le défendre? Parce que dans cette lettre qui a été publiée, j'ai votre âge, je suis un enfant que ce pays ne considérera jamais comme sien. Et je vous dis que nos choix ne sont pas partagés ni partageables et ne le seront jamais pour une raison très simple. Moi, je prends la robe qu'on essaye de me retirer aujourd'hui pour une raison très simple, pour permettre à ceux qui ne sont pas défendables d'être défendus. Il y a une grande lâcheté chez une partie de la profession, et ça a été le cas dans le conseil de cette personne à ce moment-là, qui a commencé à critiquer son client, qui fait qu'on remet en cause, qui commence à remettre en cause les principes fondamentaux qui font que l'on se distingue de ces individus-là, que nous ne sommes pas dans la lâcheté, contrairement à eux, et revendiquer ce courage, revendiquer la possibilité, y compris parce qu'on sait très bien que ces lettres sont interceptées et seront utilisées un jour par un pouvoir aux abois lorsqu'ils chercheront à vous détruire en l'affichant. En l'occurrence, c'est évident. En l'occurrence, dans un magazine d'extrême droite, comme s'il s'agissait de mettre une cible sur ma tête, à un moment où je suis relativement gêné. Évidemment, vous savez quels sont les liens entre Geoffroy Lejeune et Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc, dans cette situation-là, que l'on essaye d'utiliser cette correspondance pour essayer de dégrader un avocat qui est par ailleurs défenseur d'une autre personne, Piotr Pawlenski. Piotr Pawlenski, qui a évidemment fait tomber l'un des piliers de la Macronie, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, avec de bons ou de mauvais idées, c'est pas le sujet, c'est quelqu'un qui mérite une défense. Que l'on a empêché d'avoir accès à un avocat pendant 72 heures, avec la complicité du bâtonnier, sur ordre du parquet général, parce que ils étaient dans un état de panique absolue sur le fait que d'autres vidéos pourraient sortir et que l'on atteigne au droit de la défense de cette façon, mais que derrière, il y a une cabale médiatique qui cherche à attaquer l'avocat parce que l'on n'arrive plus à attaquer le client et que l'on essaye tout d'abord de faire croire qu'il n'a pas été désigné, qu'il est ensuite pas méritant d'être dans cette position-là, qu'il ne serait peut-être pas vraiment celui que l'on prétend être, qu'il serait peut-être assimilable à des terroristes, à des pédophiles, à je ne sais quoi. Ces campagnes-là qui sont évidemment instrumentalisées. Lorsque j'ai quelqu'un du Figaro qui vient faire mon portrait, qui me dit je suis désolé, c'est une commande. Ça sera à charge, quoi qu'il arrive, quoi que je pense de vous. Eh bien, je peux vous dire que c'est des choses que vous découvrez et que vous demandez, qui font que vous demandez comment est-ce que vous voulez que les Français aient confiance dans cet espace médiatique lorsque celui-ci se comporte d'une telle façon. Oui, mais en même temps, il peut y avoir un conflit d'intérêts parce que vous étiez... Il n'y a pas de conflit d'intérêts, le bâtonnier l'a dit. Et le bâtonnier l'a dit. C'est ça qui est extraordinaire. Le bâtonnier dit, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Nous avons vérifié au dossier si c'était le cas ou pas. J'ai été mis sous surveillance physique. Un avocat a été mis aux abords de son cabinet et de son domicile sous surveillance physique, sur écoute, avec évidemment des filtrations au sein de la presse People et compagnie pour essayer de m'atteindre
atteindre des atteintes à ma famille, à mes amours pour tenter de me détruire. Pourquoi ? Parce que j'avais décidé de défendre un homme. Eh bien, j'appelle à ces personnes qui font des discours sur la dignité, qui après mettent en une de Paris Match des personnes menottées, ce qui est une atteinte extrêmement grave, que ces personnes-là ravalent leur leçon de morale et que s'ils considèrent que la politique est en effet une lutte de tous contre tous où tout est permis, qu'ils ne viennent pas geindre et se plaindre lorsque d'autres personnes comme Piotr Pawlenski décident de jouer à leur propre jeu et de les atteindre dans leur intimité. Est-ce que vous étiez au courant de ce qui se tramait du côté de Piotr Pawlenski, justement? Vous étiez proche, quoi. Il m'a demandé, oui, comme un avocat avec son client, moi. Non, mais avant, non, mais c'est très important. Non, mais c'est très important parce que il m'approche. Non, mais avant. Il m'approche comme avocat. Non, moi je le connais depuis la mi-décembre. Il m'approche comme avocat de Julian Assange. Avant que. Et il me demande, il me dit qu'il va faire une grande action et il me dit, j'aurais besoin d'un avocat. Est-ce que tu seras prêt à me défendre comme avocat? Il y a des vidéos de moi et de Julian Assange qui montrent que quand on demande à Julian Assange qui est Juan Branco pour vous, il dit c'est mon avocat et c'est mon ami. Demandez à Maxime Nicole, il dit c'est mon avocat et mon ami. Je tisse des liens avec mes clients, c'est nécessaire pour pouvoir les comprendre et les protéger. En l'occurrence, lorsqu'il me révèle qu'il va faire cette action, qu'il va créer ce site internet pornopolitique où il va mettre des vidéos qu'il considère être de l'intimité d'hommes politiques qui ont utilisé leur intimité à des fins politiques. À ce moment-là, je lui dis quel type de vidéos, dans quel cadre, est-ce qu'elles vont être floutées ou pas, est-ce qu'elles sont véritables, est-ce que vous avez conscience, parce que vous connaissez le est-ce que droit. vous avez conscience des risques que vous êtes en train de prendre, du fait que ça va être considéré culturellement, socialement et juridiquement parlant comme un acte condamnable par une partie de la société française. Et là, il me tient un discours dans lequel il dit pour l'intérêt général, je suis convaincu qu'il faut révéler cette tartufferie et cette hypocrisie. Je lui dis, je ne suis pas sûr que les personnes soient d'accord. Il me demande de participer à l'acte. Je lui dis non, je n'interviendrai qu'en tant qu'avocat pour vous défendre s'il y a des conséquences juridiques quant à cet acte. Donc, à partir de là, il y a une cabale médiatique qui vise évidemment à faire quoi? À profiter du fait qu'il y a potentiellement un point de fragilité pour détruire quelqu'un qui, pardonnez-moi l'expression, je vais être très vulgaire, emmerde le pouvoir depuis plus d'un an. Et l'emmerde suffisamment bien pour qu'il se retrouve à filtrer des documents. Ça vous arrange un peu puisque vous êtes un opposant à la Macronie. Mais non, ça m'arrange pas. J'ai pas à être arrangé ou pas par les actes de mes clients. Je les défends juridiquement et je les défends médiatiquement. Et bien sûr que je m'engage auprès d'eux. Complètement. Et donc, à partir de il n'y a aucun reproche à avoir. Et le bâtonnier l'a dit lui-même. Il n'y a pas conflit d'intérêt. Dès le moment qu'il n'y a pas de participation à la potentielle ou supposée infraction, il n'y a aucune justification à ce que, les campagnes de calomnie qui ont été menées soient menées, que 2, le parquet prenne des mesures de surveillance alors que je ne suis pas mis en cause au dossier. C'est quand même extraordinaire. Des mesures de surveillance qui atteignent la confidentialité de mes clients. Et après, on parle d'état de droit, on parle de dignité de la politique. À quoi joue ce pouvoir aujourd'hui et qu'est-ce qui lui fait si peur? C'est la question que je pose aujourd'hui. Et je vais poser une question supplémentaire qui n'est posée par personne parce qu'on s'amuse à s'interroger sur le trio infernal et compagnie. Moi, je demande pourquoi est-ce que Benjamin Griveaux a démissionné si tôt? Posez cette question et posez-lui à lui. Ah ben elle a été posée, mais pas à lui directement évidemment parce que il ne sait pas. Et pourquoi est-ce que les Français n'ont pas réponse à cette question encore? Ah parce que évidemment il y a pas de réponse puisqu'il n'a pas lui-même pris la parole. Juan Branco, depuis 15 ans, vous servez aussi de Wikipédia, que vous connaissez bien. Certains vous attaquent en disant que vous êtes en train d'embellir votre biographie, de régler des comptes. Non mais très intéressant. 3 articles du Figaro en 2 jours sur moi, en une, dont une enquête de 3 pages sur Wikipédia sur mes activités depuis que j'ai 15 ans, très délicat, auquel je suis très fier d'avoir contribué, des articles sur Oedipe de Pasolini, sur Napoléon, sur moi évidemment. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la position à laquelle je suis, vous êtes attaqué de toutes parts et vous le savez très bien. Vous êtes en permanence la cible évidemment de personnes qui sont soit proches du pouvoir, soit qui sont tout simplement dans un rapport de concurrence vis-à-vis de vous, et donc s'assurer. Vous êtes exposé. Et donc s'assurer que ce qui est écrit sur Wikipédia est véritable. Et c'est la seule chose que j'ai faite, et vous pouvez vérifier. Il n'y a pas une accusation dans l'article du Figaro qui indique que j'aurais tenté d'embellir. C'est contrairement à ce qui est écrit dans le titre. Il n'y a rien qui le démontre. C'est-à-dire qu'à un moment, ils disent « Ah oui, il écrit qu'il a été admis au concours de l'école normale supérieure par la voie universitaire », ce qui équivaut à un truc sur dossier. Mais ce n'est pas le sujet. La question, c'est la dénomination précise des termes, et c'est la seule chose sur laquelle j'ai travaillé, m'assurer qu'il n'y ait pas de mensonge sur cette page. Est-ce que c'est un sujet d'intérêt national qui justifie qu'en une d'un journal comme le Figaro, pendant 2 jours, il y ait cet article? Pourquoi cet article se retrouve dans cette situation-là? Parce qu'il y a eu un petit séisme politique qui était provoqué. Et donc, Juan Branco. Et donc, ils enquêtent sur le fait que j'aurais précisé que j'étais pris sur le concours universitaire et pas. Non, mais attendez, le ridicule ne tue pas, visiblement. Julian Assange a enquêté, il a sorti des documents. Pardonnez-moi de pas comparer ce pauvre script du Figaro et Julian Assange. Vous dites que vous avez été directeur de cabinet d'Aurélie Filippetti. Non, elle m'a proposé d'être directeur de cabinet pendant la campagne. Qu'est-ce que elle dit que vous êtes un manipulateur? Je suis très fier qu'Aurélie Filippetti, qui est quand même pas la personne la plus estimable qui
soit dans l'espace politique actuel, me traite de manipulateur et que de façon générale, un quelconque homme de pouvoir se soit senti manipulé par moi. C'est ma fierté. Oui, Juan Branco, dans votre précédent ouvrage, Crépuscule, vous avez révélé l'homosexualité de Gabriel Attal. C'est faux. Gabriel Attal était paxé avec Stéphane Séjourné et j'ai révélé que leur rapport avait produit des effets politiques et je n'ai pas révélé l'homosexualité qui n'était par ailleurs pas cachée. Ils vivaient heureux ensemble dans la cité et j'en suis très content pour eux parce que pour moi, évidemment, l'homosexualité n'est pas un stigmate ou une arme à utiliser dans l'espace politique. Par contre, lorsqu'une relation intime est utilisée à des fins politiques, je considère que c'est la limite de la vie privée et qu'à partir de là, les Français ont le droit de savoir ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire que si on commence à se faire des faveurs en utilisant le pouvoir à des fins personnelles, ça doit être dit. C'est la seule chose que j'ai révélée. Et je l'ai fait sur Gabriel Attal et Stéphane Séjourné, je l'ai fait sur Benjamin Griveaux, je l'ai fait sur Emmanuel Macron, sur Édouard Philippe et ainsi de suite. Et je pense que le masque qui avait été appliqué sur la vie privée d'Emmanuel Macron pendant des années a autorisé son élection parce que ça lui a permis de faire des campagnes people avec l'aide de Mimi Marchand dans Gala, Voici, Closer, Paris Match et compagnie, qui ont présenté une image de lui qui était pas l'air véritable. Et en le présentant en génie du piano, en génie de la finance, en génie de l'Élysée et compagnie, sans à aucun moment avoir un contrôle sur la véracité de ces campagnes de propagande, sans avoir de contre-enquête, on va se retrouver dans une situation de fascination vis-à-vis d'un être dont on découvre aujourd'hui qu'en fait, il n'est pas si fascinant que ça. Il est président de la République. Juan Branco, vous êtes avocat. Vous considérez comme avocat encore aujourd'hui ou journaliste? Pardonnez-moi, moi je suis pas, moi je suis pas du genre à jeter ma robe, contrairement à certains confrères qui, par intérêt corporatiste, après avoir laissé pendant des années un système judiciaire aller au valo, toujours avocat. Mais c'est une évidence. Personne n'a jamais remis en cause le fait que je sois avocat. Mais bien sûr, j'ai des clients importants. Et des clients moins plus discrets, dont j'essaie de sortir les enfants de la SE, dont j'essaie de sortir et là où il y a une spécificité très importante, il y a eu un miracle. Crépuscule que j'avais mis en libre accès a quand même été vendu à plus de 100 000 exemplaires, ce qui m'a rapporté une certaine somme. Et à partir de certaines sommes, je fais une chose très simple. Je défends les personnes pro bono. Et je choisis mes dossiers. C'est aussi simple que ça. Merci, Juan Branco, Assange, l'anti-souverain. Ça vient de sortir il y a 15 jours maintenant. C'est aux éditions du CERF. Merci d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio.